Voilà de retour pour cette troisième partie, toujours sur l'avant-garde de l'anti-France et ses ressorts qui s'efforcent de détruire, en tout cas d'attaquer de front l'identité française. Et parmi ces soldats, hein, on pourrait peut-être les nommer comme ça, il y en a certains, voilà, vous les connaissez, des représentants assez éminents, et eh ben on va regarder un peu justement ces gens-là, ce qu'ils nous disent et comment, pour moi, ça s'articule quand, voilà. Sont sous la tutelle de personne. Alors j'espère que vous allez bien entendre parce que la vidéo est de moyenne qualité, donc ici, voilà, je vais repasser la séquence. Donc c'est une vidéo, j'explique un peu le contexte de cette vidéo pour bien comprendre. Donc c'est une vidéo de Marwan Mohammad qui a été filmée, semble-t-il, donc à la mosquée de Tremblay. Après, vous savez, l'incident qui s'est produit dans un restaurant dans lequel deux femmes ont été mises dehors parce qu'elles étaient complètement voilées par le propriétaire du restaurant qui a eu des propos, on pourra qualifier de malheureux, hein, si on veut rester poli, en tout cas qui lui ont apporté pas mal d'ennuis et qui a été encore l'occasion de montrer, de faire la démonstration de force de la part de l'organisation donc de ce monsieur. Et vous allez voir comment, justement, voilà, vous savez qu'il a porte ouverte dans toutes les rédactions nationales. Et là, vous allez voir quand il s'adresse justement à un plus petit comité, beaucoup plus ciblé, puisque là, il est dans la mosquée, donc il s'adresse directement aux musulmans. Et c'est intéressant de voir quel est le discours qui est prôné à ce moment-là. Les musulmans ne sont sous la tutelle de personne. Personne. Voilà, les musulmans sont sous la tutelle de personne. Donc il encourage bien, pour moi, à une séparation, une fracture dans la communauté nationale, au nom, encore une fois, de la liberté et du fait d'y appartenir. Mais il vous dit, les musulmans ne sont sous la tutelle de personne. Il ne s'agit pas des musulmans et des catholiques, ou ce sont bien les musulmans là qui sont inféodés à aucune force. D'ailleurs, on pourrait se demander, quand il dit personne, il inclut donc tout. Donc l'État, le machin, il n'y a aucune force au-dessus. Moi, c'est comme ça que je l'entends, en tout cas. Les musulmans et les musulmanes sont des hommes et des femmes libres. Les musulmans et les musulmanes sont des hommes et des femmes libres. Il est obligé de nous le spécifier. Mais encore une fois, comme je vous dis, ce n'est pas la communauté nationale, mais bien les musulmans dont il parle. La permission de personne pour savoir comment s'habiller. Ils n'ont besoin de la quittance et des ordres de personne pour savoir s'organiser, comment construire leur mosquée. Ah, ils n'ont besoin de personne pour savoir comment s'organiser, pour construire leur mosquée. Il leur dit, prenez votre indépendance totale pour s'organiser. Quand il parle d'organisation, moi, comment je l'entends là? J'entends l'organisation de la vie civile. On a besoin de personne pour s'organiser et savoir comment nous, on va décider de vivre. C'est comme ça que je pense, et d'ailleurs, c'est comme ça que je pense que l'entendent aussi les autres gens. Comment les financer, comment construire des activités éducatives. Comment nous financer, en parlant des mosquées, mais accessoirement autre chose, et comment organiser nos activités éducatives. Alors ça, c'est un terme qui est très intéressant aussi, d'un point de vue de la novlangue, des activités éducatives. Activité, vous voyez, ça renvoie à une notion de loisir, voilà, quelque chose de ludique, etc. Une notion presque dimension, voilà, d'amusement, et éducative. Donc là, plutôt quelque chose de sérieux. Et donc des activités éducatives, c'est quoi? C'est de la formation et de l'éducation. Donc on parle bien, il exprime bien à cette communauté, séparez-vous et vous n'avez pas besoin de la communauté nationale, vous pouvez vous organiser, vous financer et vous gérer en autarcie vous-même dans votre communauté, au nom de la communauté nationale, évidemment, parce que c'est toujours l'argument qui nous est présenté, nous sommes français, etc. Mais nous sommes français, mais les musulmans sont libres. Les musulmans doivent s'organiser. Les musulmans doivent vivre en autarcie avec leur propre système de fonctionnement, leurs activités éducatives, donc leur financement, etc. Donc vous voyez, une séparation totale. Pour moi, c'est un peu l'apartheid. Sauf que c'est l'apartheid au nom de la liberté, mais une espèce d'apartheid assumé. Ouais. Personne, donc mobilisée,
Pas uniquement adhérer au CCIF. Adhérer et faites adhérer autour de vous. Bon, là, il fait bien sa sauce, il a raison, c'est vrai, adhérez, faites adhérer autour de vous, il transmet, pour que... Et d'ailleurs, ça a bien marché, parce que j'ai vu beaucoup de gens appeler à adhérer au CCIF, des figures, des fois, des gens très très connus, y compris dans ce qu'on appelle la dissido-dissidence, il y en a plein, et qui trouvent ça très bien. Même, quand bien même, ces gens savent que ce monsieur a touché des financements de George Soros, que le CCIF apparaît dans les Soros Leaks, tout ça n'est pas très grave, on vous dira, ah, non mais c'est rien, il a juste... Faut pas faire attention. Faites en sorte que de la même manière qu'on paye une redevance télé, on prend un abonnement téléphonique, là-bas on a une adhésion au CCIF. Fin septembre. Donc, il compare, vous voyez, un abonnement téléphonique, redevance télé, donc quelque chose qui rentrerait dans le cadre du normal. Et je pense qu'il a vraiment pour ambition, oui, d'imposer ce qu'on appellera, j'ose espérer, bientôt le lobby musulman. Mais en tout cas, c'est ce qui va devenir. Alors, je ne sais pas si c'est comme le lobby sioniste, on aura le droit de le dire à la télé ou pas. Enfin, on a le droit de dire lobby sioniste, mais pas à la télé. Tout le monde sait que ça existe, il y a des livres qui sont édités, mais ça, vous n'avez pas le droit de le dire. Bon, ça, on a Jean-Christophe Poisson, là, Frédéric Poisson, il l'a compris. Ça n'existe pas, hein, on lui a dit. Bon, tout le monde sait que ça existe, il y a tout un tas d'infos dessus. Et bientôt, on va donc voir apparaître ce monsieur qui, pour moi, est déjà le représentant du lobby musulman et qui va prendre une importance phénoménale, ça me paraît évident, compte tenu de la forte population musulmane en France et dans le reste de l'Europe, mais en France, puisque là c'est le cas de la France, et donc ce monsieur va prendre une importance, c'est indéniable, celui qui ne voudrait pas le voir, je ne sais pas dans quel pays il vit. Donc ensuite, il y a donc ce reportage, voilà, qui va continuer, enfin c'est pas le même reportage, ça va être cette fois, enfin c'est la continuité, ça va être, on va voir Rokhaya Diallo. Rokhaya Diallo, vous la connaissez, on la voit dans toutes les télévisions, on l'a invitée à chaque fois dans tous les débats. Quand on s'intéresse à elle, on voit que c'est quelqu'un qui a été complètement choisi par voilà, dans la droite ligne de ce qu'on avait abordé ici même avec Chaman, mais que j'avais abordé aussi dans d'autres émissions, où les États-Unis ont pour stratégie pour la France, pour l'Europe, de faire monter des figures qu'on appellera des leaders d'opinion issus des communautés immigrées, et que ces gens, donc, c'est bien marqué dans les rapports, dans les caps de Wikileaks, en restant derrière, et pour que ces gens-là soient en fait les porteurs de notre idéologie, de nos intérêts, sans jamais que ça se sache, et on les pousse par derrière. Et c'est exactement ce qu'ont fait les États-Unis, et Rokhaya Diallo en est l'archétype, on reçoit la balle, elle s'en inspire, elle est même, semble-t-il, young leader, donc vous voyez que ce sont des gens qui, c'est pour ça qu'on la porte ouverte, évidemment, dans ces médias, pour aller nous diffuser leur idéologie. Alors là, vous avez en plus ce nouveau antiracisme, hein, l'antiracisme donc, des années 80, qui a beaucoup évolué, et qui maintenant, je vous dis, est très agressif, et il est dans l'imposition. On n'est plus à dire, maintenant, oui, je veux m'intégrer, je veux que les Français m'intègrent. Ah, non, 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 on dit aux Français, maintenant, vous allez vous intégrer aux nouvelles réalités. Voilà, vous voyez le basculement qui s'est opéré. Et ça prend une image, regardez dans le reportage. Une soirée réunit les nouveaux visages de l'antiracisme en France. L'endroit idéal pour les questionner. Voilà, donc le nouveau visage de l'antiracisme en France, il y a tout qui est symbolisé déjà dans cette affiche. Hein. Donc le nouveau visage de l'antiracisme en France, c'est la contestation de l'islamisation. Voilà, c'est ça l'antiracisme, le nouvel antiracisme. Et c'est symbolisé à travers... D'ailleurs, c'est marrant qu'ils ont mis les racismes au pluriel, c'est la fameuse phrase de Desproges. J'adhère SOS raciste qu'on remettra S à racisme. Enfin bon, c'était, je sais pas si d'ailleurs on lui attribue, je sais pas si elle est vraiment de lui, mais ouais, qui est assez drôle. Et là, on a vraiment ce qui est en train de se passer. Donc vous voyez, le combat, il est là. Au menu, islamophobie. Islamophobie. Et là, je vous laisse regarder, pour un féminisme anti-islamophobe. C'est-à-dire que, encore une fois, l'alliance objective entre les ressorts, donc, de ce qu'on appellera gentiment les islamistes, les antiracistes, et maintenant les féministes, qui sont liés dans le même combat. Parce que, donc, au nom de ce féminisme encore une fois, de l'absolu égalitarien, libertarien de ces gens-là, qui prennent comme la volonté absolue donc, du respect de la femme si elle a le voile. Qu'on en vienne d'ailleurs, voilà, hein, le féminisme anti-islamophobe, c'est de mettre un hijab à la Joconde, selon eux. Je trouve ça assez saisissant. Pour moi,
voilà encore une fois le principe, l'image que prend corps cette attaque de l'identité. Au nom, encore une fois, toujours de valeurs humanistes. Puisqu'on vous dit, c'est l'islamophobie, c'est machin, c'est le féminisme. C'est toujours ces valeurs humanistes qui vont porter donc, cette destruction de l'identité. Hein, puisque, donc, au nom de cet humanisme, on détruit l'identité. Vous voyez, les féminismes, donc les féministes sont parfaitement à l'aise dans ce débat. C'est les mêmes féministes, vous savez, hein, ce qui s'est passé en Suède, hein, où il y a eu dans une ville, je ne peux pas dire le nom, mais je crois très bien que c'est dans le Gotland, où il y a eu un viol, et on a estimé que, pour vous expliquer l'histoire, donc ce sont 3 jeunes Afghans qui ont violé une jeune fille suédoise handicapée, et sur laquelle on a, en fait, quand elle a voulu sortir des toilettes, les gens avaient enlevé sa chaise et ils l'ont violée. Elle n'a pas pu se défendre, elle est handicapée, donc vous voyez, elle ne peut pas bouger de ses jambes. Et le juge suédois estimait que la dame ne s'était pas assez défendue, donc on ne pouvait pas appeler ça un viol, et donc ils ont été relâchés. Il y a eu une protestation immense de la population qui a manifesté, qui s'est fait traiter de nazi, hein, voilà, clairement, pareil, par la grande presse, vous voyez, qui est complice. Et in fine, vous avez eu donc des tonnes de réactions de gens qui s'offusquaient de voir cette situation-là, et les gens qui ont voulu en fait se lever pour dénoncer à la fois cette décision de justice ont été traités de racistes. Et pire, ce sont donc les féministes et qui ont manifesté au nom justement des propos antiracisme et du féminisme, hein, et en traitant cette pauvre victime, donc handicapée, qui s'est fait violer de nazis, et c'était elle évidemment la méchante, la méchante femme qui voulait remettre en cause le vivre ensemble et remettre en cause, voilà, hein, de l'antiracisme, et voilà, etc., etc. Hein, parce que aussi en Suède, vous savez, ils ont des gros problèmes. Et bien là, vous avez encore une fois, exactement par la même porte, les mêmes ressorts idéologiques, la chose qui est en train de s'imposer en France. Et moi, c'est ce que je vois dans cette image, et dans le combat de ces gens. Et là, on va les faire parler, et vous allez voir que c'est assez saisissant. Ni le MRAP, touche pas à mon pote. La nouvelle garde, c'est eux. Plus radical, à l'image de Rokhaya Diallo. Ah oui, la nouvelle garde, c'est eux, elle est plus radicale, à l'image de Rokhaya Diallo, c'est parfaitement cohérent. Et cette nouvelle marge est effectivement beaucoup plus radicale, parce que comme je vous dis, elle n'est plus du tout dans ce discours, oui, on veut s'intégrer, on veut s'assimiler. Non, ça c'est les années 80, c'est comme elle a dit, c'est la vieille garde. Maintenant, c'est vous allez nous accepter, vous allez changer pour faire comme nous, parce que vous devez vous plier à la règle du vivre ensemble, du multiculturalisme, etc. Et de tous ces travers-là. Et donc, c'est eux qui sont maintenant dans phase d'agression. Et Rokhaya Diallo, je pense, est le bon exemple. Et regardez ce qu'elle nous explique. Quand d'un côté, on a des gens qui sont dans le gouvernement, qui sont plutôt blancs, qui nous expliquent à nous, qui sommes noirs, arabes, musulmans, ce qu'est le racisme. Ah, noir, arabe ou musulman. Donc, musulman est une race. Ça aussi, je m'étonne toujours. Voilà. Noir, arabe, musulman. Hein, déjà, et donc musulman est classé comme du racisme. Mais bon, pour moi, musulman n'est pas une race, hein, jusqu'à preuve du contraire, ou alors qu'on vienne encore nous l'expliquer, mais voilà, noir, arabe, musulman, donc les méchants blancs au gouvernement qui oppressent les noirs et les arabes et les musulmans, hein, donc dans la vision de Madame Diallo, quoi. Donc, hein, ce sont les méchants blancs du gouvernement qui en plus osent parler de racisme, alors que forcément, ils ne connaissent rien au racisme, ces gens-là. Hein, et pourquoi ? Je pense qu'il y a un problème. Je pense que les personnes qui sont plus à même de décrire le racisme et de lutter contre sont les personnes qui le subissent. Et en fait, ma génération, et même des générations qui sont bien plus jeunes que moi, ont décidé de reconquérir en fait ce qui nous avait été dérobé. Ah bon ? Alors, donc, c'est les gens qui donc subiraient le racisme qui seront en mesure de l'expliquer, ce qui en plus est un postulat faux, puisque il faudra aussi aller interroger ceux qui, soi-disant, feraient le racisme. Aussi, ce serait... Si on cherche à comprendre, on peut aller justement juste interroger les gens soi-disant victimes de racisme. On pourrait aussi interroger les prétendus gens qui seraient les acteurs de ce racisme. Ah bah non, ça, non, bah non. Dans la vision de Diallo, il faut écouter que les victimes, évidemment, machin, et vous écoutez les victimes, prendre leurs revendications. Et pourquoi ? Parce qu'on est parti, évidemment, d'un absolu universel, que l'antiracisme est une vision universelle des choses, et qu'on ne peut pas y échapper, que tout le monde doit être antiraciste par nature. C'est une idéologie universelle, parce que toute autre posture serait
raciste, évidemment. C'est d'où d'ailleurs, vous voyez, encore le piège de la langue avec ce mot antiraciste, qui est pour moi en plus le racisme absolu, hein, parce que l'antiracisme, c'est le moyen de justifier le racisme, hein, au nom de l'antiracisme. Pareil comme les gens qui vont vous enlever la liberté au nom de la liberté. Et donc elle, en plus, dans son discours, eh bien, c'est les noirs, les blancs, etc. Et c'est la première, mais la première, à s'offusquer dès que vous lui parlez de race. Hein. Ah, les races n'existent pas, machin. Elle a dit ça encore dans une autre émission, hein, sur France 2, dans un débat, les races n'existent pas. Elle a dit ça à Ménard. Alors que là, vous voyez bien, tout est basé sur les races, puisque ce sera un méchant gouvernement blanc, il y aurait des noirs et des arabes et des musulmans de l'autre côté oppressés par ce gouvernement, et qui en plus, le gouvernement est tellement mauvais, raciste, il faut laisser les noirs et les arabes gérer eux-mêmes le racisme. C'est ça qu'elle nous explique, et que c'est eux qui ont évidemment la solution pour la France. Hein. Par la gauche majoritairement blanche. La gauche majoritairement blanche. Donc elle fustige la gauche majoritairement blanche, qui fait que cette dame aujourd'hui est à la télé française pour insulter la France. Voilà, c'est quand même extraordinaire. Et cette gauche majoritairement blanche, dont elle parle, elle devrait lui dire merci, puisque c'est elle qui a imposé cette idéologie, et c'est elle qui a permis qu'aujourd'hui on puisse tenir des discours comme ça sans que ça choque personne. Et ça, merci justement à cette gauche majoritairement blanche. Donc elle, en plus, elle se base donc sur une espèce ethnicisation totale du débat, puisqu'il y aurait même carrément, donc c'est même plus des blancs, des noirs, mais des blancs de gauche, des noirs de droite, des blancs de... Vous voyez, tout est une division ou une subdivision. Hein. Et ça, c'est, encore une fois, la transposition du système communautariste anglo-saxon américain qu'on calque et qu'on importe ici, hein, avec cette vision donc de noirs de gauche. Et bien, qu'est-ce qu'ils vont nous faire comme le caucus noir aux États-Unis? Ils vont nous faire les démocrates noirs, les républicains noirs, les noirs du front de gauche, ou je sais pas quoi. Enfin, on peut trouver toutes les déclinaisons possibles si j'écoute cette dame, puisque, encore une fois, des gens qui prétendent encore appartenir à la communauté nationale, ne forment qu'un, mais qui font des divisions de base entre des noirs, des blancs, des machins. Hein. Et c'est eux qui portent l'antiracisme. Hein. Et ce serait moi le raciste, ce serait moi qui encourage à la division. Et ce ne serait pas eux. Hein. Eux, il n'y a pas de division dans leur discours. Il n'y a pas un principe de base de dire il y a les noirs, les blancs, les arabes, les musulmans. Hein. Pourtant, là, vous l'avez entendu, en 5 secondes, elle vous a fait la description du monde. Avec un méchant gouvernement blanc et des noirs et des arabes et des musulmans oppressés. C'est ça le discours officiel. C'est pas de dénoncer ça. Vous voyez, c'est elle qui est à France 2. C'est pas moi qui suis à France 2 pour aller expliquer mes points de vue. C'est elle, à qui on va donner la parole partout d'ailleurs. Voilà, c'est ça l'idéologie qui est répandue. Et cette dame, pareil, elle s'efforce, et c'est ça, c'est les attaques contre l'identité. Parce que, vous savez, c'est pas anodin de reprendre ces discours-là. Ça va être repris. Là, on est en train de créer un discours. Hein. C'est comme ça qu'on crée les discours. Quand on diffuse une idéologie, c'est comme ça. On fait passer des gens, vous savez, qui vous ressassent, qui vous assènent d'idées, et le tout va finir par former un groupe idéologique de gens qui adhèrent à ça, et qui vont vous justifier ça. Et comme, en plus, il n'y a pas d'opposition en face, puisque... autre parole, autre est interdite, puisque l'antiracisme, je vous dis, c'est une position universelle, admise à droite, à gauche, etc., par tout le monde, avec des subtilités peut-être pour des personnalités, mais en tout cas, c'est admis dans le débat public, avec des grosses lignes rouges, et je vous dis, dès que vous les dépassez, vous êtes quasiment foutus. Voilà. Alors, cette dame, évidemment, elle est soutenue par tout un tas de gens qui sont pour moi du même ressort. On a vu Glucksmann, vous voyez, on parlait de Marwan Mohamed, Rokhaya Diallo, je veux dire, son cas en plus, hein, elle participe à de nombreuses émissions de télévision. Et là, il y a un autre personnage qui est très intéressant, selon moi aussi, et qui fait partie de ce que moi aussi je pourrais appeler cette avant-garde anti-France, même si certains vont dire « Ah non, pas lui », etc. C'est Hakim El-Karaoui. Donc, un personnage plutôt de qualité, grande... Voilà, il a une grande tenue intellectuelle, quelqu'un qui présente carrément bien, qui a un CV long comme ça. Hein, vous savez, il a été un collaborateur de la banque Rothschild, conseiller de Raffarin, etc. Enfin, il a fait tout un tas de choses. Et il est aujourd'hui donc l'auteur, en tout cas, qui porte une étude de l'Institut Montaigne, donc un think tank très très connu, qui s'appelle l'Islam en France, et qui fait référence absolument dans les médias et un peu partout. Donc, il est invité dans une émission, il va nous parler de cette étude. Et évidemment, moi, je suis allé voir un peu ce qu'il y a dans cette étude. Alors lui, on va déjà le laisser aussi parler pour voir ce qu'il va nous en dire. Voilà pour ce reportage signé Anne-Charlotte Iné et Annie Tribouard. Et on se retrouve ici sur la terrasse de l'Institut du monde arabe à Paris, institut présidé par Jacques Lang. Ici, on parle de culture, mais aussi de l'islam et de laïcité. Il y a notamment tous les jeudis des
rencontre débat sur l'islam. Ça s'appelle les Jeudis de Lima. Voilà qui méritait d'être dit. On se retrouve avec vous, Hakim El Karaoui. Bonsoir. Bonsoir. Et merci de nous rejoindre ici. Vous êtes chef d'entreprise, vous avez été conseiller de Jean-Pierre Raffarin à Matignon. Vous avez créé le club du 21e siècle qui promeut la diversité. Oh, le club du 21e siècle, c'est un peu, je pense, une espèce d'alter ego du club Averroès qui était un peu dans le même sens. Alors, les clubs pour promouvoir la diversité. Mais tout ça est très bien vu. C'est de l'affirmative action. Hein, donc, quand il s'agit de promouvoir la diversité, dans ce sens-là, ça marche. C'est ça l'antiracisme et son universalisme. C'est qu'il accepte de mettre en avant des Noirs, des Arabes, parce que c'est considéré comme positif. Par contre, évidemment, l'inverse serait totalement impossible. Si vous voulez dire une entreprise, moi je vais faire mon club pour machin, c'est l'antidiversité. Moi je veux faire un club de blancs. Vous ne rendez pas compte. Ce serait même interdit, limite. Voilà, j'aurais tout le monde sur le dos, mais comment ça? Mais par contre, vous voyez, il y a toujours un sens, dans l'antiracisme, il y a un sens de la discrimination qui est positif pour eux. Et voilà, mettre un noir en avant, ça c'est positif. Mettre un blanc en avant, ou dénigrer un blanc, comme on a vu Anne Lauvergeon, qui a dit « Ah, moi j'embaucherai pas de blanc ». On a vu, je sais plus qui a dit « Oui, on va faire la chasse aux blancs dans les entreprises ». Ça, par contre, n'a l'air de choquer personne, et complètement admis. Hein, et pareil, à cause de cette doxa antiraciste, parce que sinon, on serait pas dans ce ressort-là, avec ce genre de paroles, mais c'est admis dans la doxa antiraciste, c'est normal, parce que le blanc étant vu comme la personne, par définition raciste, donc dans l'antiracisme, le blanc est raciste, les autres ne sont pas racistes. Donc si le blanc se met en avant, c'est qu'il met en avant son racisme. Voilà. Et vous êtes surtout l'auteur d'une grande étude pour l'Institut Montaigne sur les musulmans de France qui s'appelle « Un islam français est possible ». On va en parler parce que c'est une étude qui fait débat. Mais d'abord un mot sur ce qu'on vient de regarder ensemble, ce CCIF présidé par Marwan Mohammad. Vous en dites quoi? Alors oui, évidemment, c'est lui l'auteur de l'étude. Nous aussi, on allait regarder ce qu'il y a dans cette étude. Et je dois dire qu'il y a beaucoup de choses dans cette étude. Et beaucoup de choses qui sont des plus intéressantes du point de vue de ce qui est proposé et aussi de l'analyse qui est faite. J'ai vu beaucoup de gens commenter sur les médias cette étude, en particulier certains chiffres qui avaient été repris dans la presse, d'ailleurs chiffres du verre à moitié vide, à moitié plein, ça dépend comment on prend les choses à chaque fois. Mais moi, ce que j'ai trouvé dans cette étude, c'est un certain nombre d'éléments et de propositions. Alors, je vais aller vous montrer un peu ce qui se passe dans cette étude et le rapport d'intégration. Hein. Pour ça, j'ai fait évidemment des copies d'écran parce qu'on y lit des choses absolument incroyables. Donc, déjà, ce rapport confirme ce qu'on pensait certaines personnes depuis longtemps, que l'Arabie Saoudite avait un projet clairement de financer l'islam en Europe et d'imposer sa vision de l'islam, une islamisation forcée de l'Europe, avec des organisations qui sont définies comme telles, de grandes organisations internationales comme l'OCI, l'Opération de coopération islamique, l'ICESCO, qui est une de ses filiales, et tout un tas d'autres organisations. Il faut savoir que les États-Unis, l'Arabie Saoudite a investi depuis 30 ans plus de 75 milliards de dollars dans cette opération. Tout cela est confirmé dans le rapport qui nous explique clairement l'expansion internationale des activités religieuses de l'Arabie Saoudite s'inscrit dans une période clé des relations entre les sociétés de langue arabe et les pays européens qui correspond également à la période où l'immigration musulmane s'implante durablement en Europe. Voilà, donc ils disent « La diffusion de l'islam wahhabite est ainsi étroitement liée aux objectifs politiques du royaume. L'islam wahhabite a donc été un instrument de politique étrangère utilisé durant les années 60-70 pour lutter contre l'influence du national arabe porté par l'Égypte nassérienne. » Mais ils nous le disent clairement, le rôle de l'Arabie Saoudite, il est qui nous porte à l'islam. Alors certains diront justement que c'est ce wahhabisme qui est porté absolument partout et qui est financé, c'est-à-dire qu'il finance les mosquées, il finance des imams et il finance un plan d'islamisation. Et quand vous allez vous intéresser même à ce qui est marqué, alors là, en l'occurrence, il s'agit du rapport d'Hakim El Karaoui, mais il y a des documents, si vous allez sur le site de l'ICESCO,
vous pouvez y aller, allez sur le site de l'ICESCO. Donc vous allez voir cette organisation qui est, qui est basée au Maroc, qui est une dépendance de l'OCI, l'Opération de coopération islamique, espèce d'agence spécialisée dans l'éducation. Et vous allez voir les recommandations qui sont faites et ce qui est décrit. On vous dit clairement, il faut le savoir, que l'objectif de ces gens, de cette organisation et de ces organisations est d'immuniser les communautés musulmanes contre les valeurs européennes. Ils vous le disent clairement. Donc, le but étant de réunir les musulmans pour qu'ils puissent former, en gros, ce que nous explique Mohamed, une force autonome dans la société européenne, pour évidemment, in fine, prendre le pouvoir. Parce que ça, c'est ce qu'on vous dit jamais dans le ressort politique, mais c'est exactement marqué noir sur blanc. Et pour ça, l'ICESCO, dans ce document que vous trouvez sur le site, il explique vraiment très clairement qu'ils vont s'appuyer sur des réseaux de centres islamiques culturels. Et là, vous avez ce qu'on a ouvert partout en France, des centres islamiques culturels, il y en a partout, et que grâce à ce moyen de diffusion, on va pouvoir diffuser notre idéologie. Et en plus de ça, on va subventionner des associations, des imams, des projets qui vont imposer en fait leur vision des choses et surtout conserver les musulmans hors de la société européenne. Parce qu'il explique, c'est très important. Donc souvent, vous voyez, quand on se pose en plus justement des problèmes d'assimilation, ce que répond pas François Burga, pourquoi il ne prend pas ces éléments-là en compte? C'est-à-dire qu'il y a une volonté politique à échelle internationale qui nous indique, oui, nous sommes là, en fait, pour vous mener une guerre civilisationnelle, un choc culturel, dans lequel nous demandons à des populations de se différencier de vous. Ils prennent le terme immuniser. Immuniser. D'ailleurs, dans le rapport, on décrit bien que les premières générations qui sont arrivées en Europe, elles se sont intégrées un peu trop à leur goût, justement, aux valeurs européennes et au mode de vie européen. Et qu'il était très important, ils le disent, qu'avec la jeunesse, on puisse les rattraper. Et c'est pour ça qu'on a assisté à ce qu'on a vu en France, quand on observe dans l'histoire de l'immigration depuis 30 ans, qu'on voit, voilà, les gens de ma génération à l'ancienne, il n'y avait pas ces problèmes communautaires. Absolument pas. Parce que les gens étaient dans le système, justement, qu'aujourd'hui on fustige, d'assimilation culturelle. Ils n'étaient pas dans un système de destruction identitaire. Pas du tout. Et ça, c'est un nouveau processus qui a été engagé depuis longtemps et qui prend ressort dans ça. On le voit quand vous avez en plus, alors là, il vous dit des choses absolument incroyables. Donc voilà, le rôle évidemment de l'Arabie, de la Ligue islamique. La puissance financière de l'Arabie a permis à la Ligue islamique mondiale de devenir un acteur majeur dans la mise en place d'infrastructures culturelles musulmanes en Europe. Ce sont des centaines de millions de dollars qui ont été dépensés pour la construction de mosquées dans toute l'Europe, France, Espagne, Italie, Belgique, Royaume-Uni, etc. France. Voilà. Et on vous explique, voilà, en France, l'Arabie Saoudite a participé notamment à la construction de la mosquée de Mos-la-Jolie, d'Evry, de Lyon, etc. Et le prince Fouad est venu inaugurer en personne, avoir fait un don de 4 millions de dollars, par exemple, pour la mosquée de Lyon. Donc c'est ça, c'est qu'ils mettent leur argent au service de leur idéologie. Il ne faut pas croire qu'il y a du hasard. Il n'y a pas de hasard ici. Ah oui, pardon, oui, j'essaie de monter un peu, alors j'aimerais que c'est un peu, voilà, comme ça va être un peu mieux. Et donc, cette islamisation-là, elle est dans le rapport. Il ne s'en cache pas. Au moins, il aura l'honnêteté de l'admettre. Personne, même si ne veut s'en inquiéter, semble-t-il, en France. Et pourtant, c'est là, sous nos yeux. L'Arabie Saoudite continue par ailleurs à financer des actions sociales et caritatives sans qu'il soit possible de mesurer précisément les flux financiers engagés. C'est-à-dire qu'il nous dit, en gros, ils investissent, mais on ne sait même pas combien et que, en plus, c'est très difficile à contrôler. Et donc, voilà, ça, c'est la réalité. Donc, il y a bien une politique qui est menée derrière. C'est pas du hasard, ça ne sort pas de la cuisse de Jupiter. À un moment donné aussi, il va falloir comprendre quelque chose. Alors il parle de plein de choses, c'est très intéressant, le rôle des frères musulmans. Conformément à la doctrine élaborée par Hassan al-Banna, donc Hassan al-Banna, c'est le grand-père de Tariq Ramadan, le fondateur du mouvement des frères musulmans en 1927,
Les fondateurs de l'UOIF affirmaient que l'islam est un système complet qui concerne tous les aspects de la vie. Il n'est donc pas seulement religieux, mais aussi politique et social. L'objectif par les frères musulmans est l'avènement d'une société islamique régie par la charia. C'est marqué noir sur blanc. Celui qui ne veut pas y croire, encore me dire, c'est marqué noir sur blanc. Et c'est dans le rapport, c'est des choses que beaucoup d'autres gens expliquent, mais qu'on ne leur donne pas la possibilité de le faire, où on les décrédibilise, et pourtant, vous voyez, Hakim El-Karaoui le fait dans son rapport. Alors, c'est pas repris par la presse, peut-être, je sais pas, ils veulent pas expliquer, mais pourtant, c'est marqué noir sur blanc. Et ils vous disent l'objectif qui a été affiché. Parce qu'à un moment donné, l'objectif, il faut bien comprendre que tout marche sur deux jambes. Repensez à Pierre Hillard, qui nous expliquait dans son mondialisme, et c'était particulièrement intéressant comment le mondialisme avançait sur deux jambes avec la partie économique libérale sans frontières et la partie sociale altermondialiste sans frontières, mais que les deux nous emmenaient vers le mondialiste avec un coup à droite, un coup à gauche. Et là, dans cette configuration des choses, c'est à peu près pareil. C'est pareil avec l'organisation qui en est faite, en particulier ce qu'il lui va appeler les fréristes et les salafistes. Il va nous dire qu'il existe des fréristes, donc plus proches des frères musulmans, qui chercheraient, eux, à intégrer les structures existantes afin de les modifier et de les islamiser, et des salafistes qui, eux, vivraient complètement justement en marge de la société pour former leur propre société. Il nous le dit, ainsi l'islamisme frériste et l'islamisme salafiste ont tous deux pour objectif l'islamisation de la société et l'application de la charia. Ils se distinguent par leur méthode. Voilà, donc il nous explique très bien, vous voyez, ce qu'on est en train d'assister, c'est que clairement, vous avez la version Marwan Mohammad qui passe très bien, voilà, la version Hakim El-Karaoui, voilà, c'est des gens qui s'expriment très bien, qui passent très bien, et puis vous avez le salafiste, celui qui fait peur, avec la grosse barbe, la djellaba, la femme complètement voilée, et ben ça, ce sont les deux aspects de la même pièce. C'est exactement d'ailleurs ce qu'il nous dit dans le rapport. Et pourtant, ça n'empêche pas, et ça, moi j'étais assez étonné, que dans ce même rapport, il nous explique en gros que, alors là, je suis un peu tombé moi-même sur le cul en lisant ça, la réalité de l'islam français, avant d'être institutionnel, est d'abord locale et quotidienne. C'est un islam parcellaire, fragmenté, éclaté, mais en voie d'intégration et de structuration au niveau local qui se dessine. L'arrivée du salafisme et sa visibilité attestent paradoxalement de la relative bonne intégration de l'islam dans le paysage national, parce qu'ils se font dans le quotidien. Donc c'est extraordinaire, je trouve. Il nous explique que le salafisme, donc, qui est extrêmement visible, parce qu'il le dit dans le rapport, il classe les gens justement qui vont se pencher vers le salafisme, qui vont adopter donc des façons de s'habiller différentes, évidemment des coutumes, et qui vont se couper du reste de la société pour se retrouver entre eux. Il l'explique bien. Mais il nous dit, c'est pas grave, c'est un signe d'intégration, parce que les Français l'acceptent. Mais les Français, pour moi, c'est tout l'inverse. Si ils ont une réaction de ces défenses immunitaires, c'est peut-être justement précisément à cause de cette vision du salafisme, parce que quand l'islam justement il prend cet aspect du salafisme, il occupe tout l'espace public, et c'est comme ça que c'est ressenti par les gens qui s'en inquiètent. Et lui, je trouve, Hakim El-Karaoui nous explique non, au contraire, pour lui, il y voit carrément le signe d'une intégration. Donc je trouve assez stupéfiant sa conclusion, quand bien même c'est vrai que les Français n'ont pas eu encore cette réaction épidermique qu'on attend peut-être sur l'islam, mais peut-être qu'ils ne l'auront pas, parce que ils n'ont pas encore, tout du moins, parce que, évidemment, la doxa est celui qui pèse sur celui qui ose, évidemment, dénoncer cette imposture. Alors, il y a encore des choses très intéressantes. Et là, on tombe vraiment, moi je vous dis, on va absolument très loin dans le principe. Il fait des propositions. Alors, comme vous le savez, les propositions d'un rapport, chacun fait ce qu'il veut, on n'est pas obligé d'y adhérer, mais on le sait, vous le savez peut-être, mais les propositions des rapports, c'est souvent très suivi.
hein, c'est parce que c'est des idées comme ça, des pistes qui sont élaborées. Et lui, il a plusieurs pistes, donc il explique, pour régler ce problème de, comme il le dit, l'islam français. Il demande la création, la nomination d'un secrétaire d'État chargé des affaires religieuses et à la laïcité. Et c'est pas tout, parce que donc il y aura un secrétaire d'État qui dépendrait directement du Premier ministre, et cette personne, elle aurait tout un tas de missions. Et c'est là, dans les missions, que permettez-moi quand même d'être surpris, mais alors vraiment incroyablement. Parmi ces missions, garantir l'application de la loi de 1905, la neutralité des services publics, en reconnaissant aucun culte et en traitant toutes les confessions religieuses de façon égale. Bon, d'accord, donc on présuppose qu'on ne traitera pas les gens de façon égale. D'assurer la police administrative des cultes, d'entretenir des relations régulières et constructives avec les autorités religieuses et les associations cultuelles dans chaque département, nommer un délégué aux affaires religieuses et à la laïcité dans chaque préfecture de département ou de région. Donc, là, on est clairement en train de nous dire que la réponse, c'est une espèce de police de la vertu républicaine, inspirée de la police de la vertu islamique. Donc, carrément, il faudrait créer une espèce de secrétariat qui va gérer les choses. Alors, entretenir des liens, voilà, il va s'adresser à un signal politique fort interministériel en sortant les relations du culte que du prisme sécuritaire qui peut introduire le rattachement actuel du bureau au culte du ministère. Bon, il veut rattacher, en gros, séparer le ministère de l'Intérieur, créer une nouvelle entité qui, elle, aurait un pouvoir, mais absolument gigantesque, puisqu'il parle de faire des ramifications au niveau régional, au niveau départemental, c'est-à-dire dans les collectivités locales. Et il le dit clairement, il se cache pas notre ami, puisque dans ses propositions, il dit clairement pour faciliter la gestion de l'islam au quotidien, équiper juridiquement les collectivités locales pour favoriser l'émergence d'un islam local intégré. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, qu'est-ce que j'entends derrière cette phrase? Mais ce qui me paraît évident, c'est que lorsque vous allez avoir donc dans les piscines, on le sait, le problème avec toujours les histoires de menus, les histoires... Eh bien, tout ça pourra se régler sous la direction des collectivités locales, des régions, du département, qui pourraient décider, par exemple, je suis le maire de ma ville, dans ma ville, j'ai une communauté musulmane très importante qui me demande d'avoir des horaires de piscine particuliers, bon, ben, je peux requérir à la demande sans entacher la loi de 1905, sans me mettre à dos des structures nationales, etc. Donc, on laisserait comme ça une espèce de gestion du quotidien, mais en plus, gestion du quotidien... C'est ça qui va améliorer, soi-disant, le vivre ensemble, mais alors qu'on sait, les territoires français, il est déjà parcellisé. On est déjà dans des configurations où on pourrait presque appliquer des ressorts ethnico, en tout cas culturels, à des territoires. Et c'est une réalité. Donc là, il nous parle en plus de transférer un pouvoir juridique local afin qu'on puisse établir des règles particulières, évidemment en local. C'est exactement ce que ça veut dire. Et ça c'est une solution qui risque, je le pense, d'être suivie. C'est pas le hasard. Il propose même, alors là, je vous dis, j'étais carrément assez stupéfait aussi, au niveau de l'histoire, il a une proposition, il dit... il propose de rédiger un ouvrage scolaire d'histoire commune avec l'Italie, l'Espagne, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, afin de mettre en perspective historique les apports mutuels et les convergences religieuses et culturelles entre les deux rives de la Méditerranée. Donc c'est quand même extraordinaire. Et il continue. À cet effet, une commission d'historiens chargée d'élaborer un manuel scolaire commun pourrait être réunie. Cet ouvrage aura un triple objectif. Créer un socle commun de connaissances historiques objectives, ça ne veut pas dire grand-chose, de part et d'autre de la Méditerranée. Développer un sentiment d'appartenance à une histoire commune et inscrire les élèves de demain dans un espace culturel et géographique commun. Et bien sûr, en dernier ressort, le petit coup de fouet, réduire les fantasmes de victimisation d'une part, de supériorité civilisationnelle de l'autre. On suppose qu'évidemment, c'est les méchants blancs qui ont un sentiment de supériorité civilisationnelle. Et donc, il vous dit bien, donc, les élèves de demain dans un espace
culturel et géographique commun. Donc là, on vous parle, donc on crée un espace commun, et que c'est un espace géographique et culturel commun. Mais alors c'est pire que l'Union européenne. Alors déjà, l'Union européenne n'avait pas demandé l'avis aux gens d'aller fusionner entre Européens, et maintenant on vous explique qu'on va fusionner encore avec des pays qui ne sont même pas en Europe, au nom justement de l'égalité. On va faire une histoire commune. Mais qu'est-ce que ça veut dire, une histoire commune? Donc je trouve ça assez incroyable. Alors bien sûr, les esprits charmeurs vont me dire oui, mais non, mais c'est la paix, il fait ça. Bon, oui, c'est la paix. Moi, je pense pas que ce soit vraiment la meilleure solution, en tout cas pour la paix dans les chaumières. Nous expliquer que maintenant, on va devoir vivre dans un espace culturel commun, que tout est en commun. Mais dire, à un moment donné, il faut quand même remettre... C'est ne pas voir les réalités pour ce qu'elles sont, hein. C'est pas voir les réalités pour ce qu'elles sont. Je vous dis, c'est vraiment ce monde à deux jambes, hein, qui est en train d'avancer devant nous. On parle aussi, dans ces rapports, un aspect intéressant, c'est le fait religieux au travail, hein. On vous explique que, d'après notre enquête, 48% considèrent que l'on devrait pouvoir affirmer son identité religieuse au travail. Vous savez que ça, c'est un grand problème. C'était dans la loi Macron, dans la loi El Khomri, pardon, à peu près pareil, qui voulait porter justement ce qu'on appelle la démocratie en entreprise et imposer le fait que les entreprises doivent mettre à disposition des salles de prière, aménager les horaires des employés en fonction des fêtes religieuses, etc. Ça contribue tout à fait du principe de l'islamisation et du grand remplacement, hein. Le grand remplacement, une notion que on nous a expliqué comme étant fausse, et pourtant, quand on se balade, vous avez vu, enfin, je sais pas ce qu'il vous faut. Évidemment, tant qu'il n'y aura pas de statistiques ethniques, les tenants de notre théorie d'en face vous diront bah non, ça n'existe pas et vous ne pouvez pas le prouver. Par contre, on a quand même notre expérience pour pouvoir se balader dans les rues et observer très objectivement ce qui s'y passe, et que le changement, le changement anthropologique qui est en train de s'effectuer, il faut vraiment pas avoir les yeux ouverts pour ne pas le voir. Voilà, donc son rapport, il y a plein de choses, hein. Je ne voudrais pas tout mettre tellement il y a de choses. Il nous explique, voilà, les différenciations qu'il faut faire. Il ne faut pas parler de radicaux, hein, parce que les radicaux, c'est un mot qui est mauvais. D'ailleurs, il nous enjoint, voilà, on va reprendre le fil de la vidéo, mais il nous enjoint carrément sur ça. Alors, je dis qu'il y a une place à prendre. Cette place, elle devrait être occupée par les organisations représentatives de l'islam de France, le CFCM notamment. Ils ne l'occupent pas. Il y a des attaques contre les musulmans. Il y a des gens qui en profitent pour essayer de les défendre. Oui, alors, il y a des attaques contre les musulmans, mais il y a aussi des attaques des musulmans contre les autres. Mais cet aspect des choses est impossible à prendre en compte. Je vous assure, on est dans la dissonance cognitive. On n'a pas le droit de dire ça. Ça aussi, ça fait partie d'un ressort de la doxa, hein. Et du coup, les récupérer. Et ce qu'on voit très bien, c'est que plus il y a d'extrémisme, plus les extrêmes en profitent. Oui, un peu léger comme explication. Plus il y a d'extrémisme, plus les extrêmes en profitent, oui. La question fondamentale, c'est de demander d'où sort cet extrémisme, hein, et de clairement l'identifier. Quand il parle en plus des extrémismes, on voudrait bien voir ce qu'il met... moi, j'aimerais bien comprendre ce qu'il met sur la table. C'est quoi les extrémismes? Parce que ça non plus... Vous voyez, tellement on marche sur des œufs sur ces sujets-là, les choses ne sont jamais claires. Parce qu'il y a une espèce d'épée de Damoclès, on ne peut pas en parler sereinement. Vous comprenez? Même lui, hein, pourtant, voilà, avec son rapport, rien n'est vraiment clair quand il va s'exprimer sur ces choses-là. Et vous diriez qu'il y a de l'extrémisme dans le CCIF? Peut-être pas de l'extrémisme, il y a un projet politique. Il n'y a pas d'extrémisme, mais il y a un projet politique, mais qu'on ne qualifierait pas d'extrémisme. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est voilà ce qu'il nous dit. Et quand on les voit, quand on les entend, résonnent d'autres discours des frères musulmans, par exemple. Voilà, quand on les voit, quand on les entend, ils résonnent d'autres discours des frères musulmans. Vous l'avez vu, même dans son rapport, les frères musulmans, ils sont quand même identifiés comme des gens qui sont là pour avoir une stratégie politique, d'intégrer toutes les structures de la société, en particulier les postes stratégiques, la politique dans les médias, dans la société civile, pour ensuite imposer leur système de la charia. C'est lui qui le marque noir sur blanc, vous l'avez vu dans le rapport. Et là, pourtant, il va nous dire « Ah oui, le CCIF, ça ressemble aux frères musulmans, mais non, on ne peut pas les traiter d'extrémistes, même s'il y a des relents politiques. » Oui, mais bon, je suis désolé. Dans ce cas, eux aussi forment un amalgame en face, hein, comme on avait vu François Burgat tout à l'heure, c'est nous, il met tout dans le même panier. Pourquoi, moi, je devrais faire une différence, hein, si lui, il met tout dans le même panier?
Alors on en vient à cette étude donc, que vous avez fait pour l'Institut Montaigne, qui a fait débat, y compris dans la communauté musulmane. D'abord un mot de la méthodologie, parce qu'en France, que je sache, les statistiques ethniques sont interdites. Donc comment est-ce que vous avez fait pour sonder la communauté musulmane? Alors, c'est pas tout à fait vrai, elles sont pas vraiment interdites, en fait, elles sont même autorisées à certaines conditions. C'est un peu plus compliqué que ça, mais personne n'ose évidemment se plonger dans le sujet, mais les statistiques religieuses, pour le coup, c'est différent. Alors, d'abord un objectif. L'objectif de cette étude, c'est quoi? C'est mettre de la connaissance, de la rationalité dans un débat qui est un débat politique aujourd'hui, où c'est plutôt l'irrationalité et l'ignorance qui dominent. Alors, donc on nous a posé, c'est l'irrationalité et l'ignorance qui dominent. Vous ne connaissez rien, vous ne comprenez rien. Hein, voilà, on est parti comme si ce débat partait de rien. Parce que je trouve quand même son postulat de départ, de dire qu'on part de l'ignorance et de l'irrationalité, non. Parce que peut-être qu'on n'a pas interrogé les bonnes personnes, mais l'ignorance et l'irrationalité, je trouve ça présomptueux. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre 2016 pour découvrir ce qui se passe en France. Non, il y avait plein de gens qui nous en informaient, mais on n'a pas voulu les écouter, on ne peut toujours pas les écouter, parce que c'est impolitiquement correct, et vous ne pouvez pas parler de ces sujets-là sans être traité de raciste, d'extrémiste, etc. Donc, quand il nous dit on parle d'ignorance et d'irrationalité, non, ça c'est son postulat à lui. Donc on a essayé de faire une photographie avant de proposer des solutions. La photographie, on l'a faite comment? On a fait un appel d'offres, on a demandé à un institut, en l'occurrence l'IFOP, de travailler, et lui, il a interrogé 15 000 personnes pour trouver 1000 musulmans. Alors, 15 000 pour en trouver 1000. Vous avez vu le rapport. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'ils trouvent, qu'ils interrogent 15 000 personnes pour en trouver 1000. C'est énorme. Hein, vous voyez, le rapport, ça veut dire que c'est les gens qui ne voulaient pas se déclarer. Hein, parce qu'eux, ils ont des fichiers, ils ont ciblé des gens qui étaient prétendument musulmans dans leurs fichiers, forcément. Il leur a demandé, est-ce que vous êtes musulman? Est-ce que vos parents sont musulmans? Comme ça, on a pu avoir les opinions des gens qui se disent musulmans, qui ont des parents musulmans, mais qui ne sont plus musulmans. Du coup, on a mesuré ceux qui sont sortis de la religion. Et puis ils ont mesuré ceux qui sont sortis de la religion. Alors, je suis allé voir le chiffre, il était absolument ridicule. Mais ça, c'est pareil. C'est une espèce de vision de l'esprit. Il y a des gens qui sortent, etc. On sort très peu de la religion, encore moins de l'islam, puisque ceux qui en sortent, vous savez très bien qu'ils ont des problèmes pas possibles lorsqu'ils étaient dans la communauté et qui sortent. C'est une réalité avec l'apostasie, quelque chose qui n'est pas tellement réglé, hein, avec certains qui vont dire non, c'est rien, mais d'autres qui vont dire non, il mérite la mort, etc. En tout cas, le fait est que quand il y a un membre de la communauté musulmane qui s'apostasie, il a des gros problèmes avec la communauté. C'est une réalité. Donc, quand il nous en parle un peu comme ça, à l'arraché, comme si c'était un problème, non, c'est un vrai problème. On a aussi pu mesurer ceux qui étaient entrés, qui avaient des parents qui n'étaient pas musulmans, mais qui le sont devenus. On a trouvé donc qu'il y avait 6% des musulmans au total dans la population française. Donc 6%, ça fait à peu près 4 millions. C'est pas 6 millions. 4 millions. Alors moi, je suis assez surpris du chiffre. Il nous a dit qu'il y a 4 millions donc, de musulmans dans la population française. Bon, j'ai aucun moyen de contredire, de quantifier quoi que ce soit. Mais d'expérience, à vue d'œil, quand je prends les villes françaises, etc., 4 millions me paraît être un chiffre en deçà de la réalité, quoi. Peut-être 4 millions en Ile-de-France, je ne sais pas, mais 4 millions me paraît vraiment très très en deçà de la réalité. Voilà encore un chiffre assez suspicieux qui aurait plutôt une tendance à dire aux gens non, mais attendez, c'est un petit problème, parce que 4 millions, on est soi-disant 60 millions hein, à peu près en France, c'est-à-dire qu'il y aurait 56 millions donc, de non-musulmans et 4 millions de musulmans. Ça me paraît très en deçà de la réalité, de façon comme ça instinctuelle, empirique, de ce que je peux voir dans la rue, et si je multiplie vraiment la population, ça m'étonnerait, ce chiffre me paraît vraiment abusément, exagérément bas. Mais bon, je soupçonne que ce chiffre ne soit pas vraiment exact. C'est pas 8 millions, c'est pas 10 millions comme on l'entend en général. Donc 6% de musulmans, avec 2 fois plus de gens qui sortent de la religion qu'ils n'y rentrent. 2 fois plus de gens qui sortent qu'ils n'y rentrent. Moi, je connais très peu de musulmans qui sont sortis. En général, les gens qui sont d'origine, hein, qui ont des origines musulmanes au sens vraiment culturel et qui ont rompu, bah, ça fait longtemps qu'ils ont rompu, depuis très longtemps, quoi. Hein, comme il me dit, oui, comme si ce serait une espèce d'habitude de gens, non, c'est pas plutôt habituel, c'est plutôt une minorité. Là, il en parle comme d'une majorité, qu'il y en aurait plus qui sortiraient de la religion, qui rentreraient. Je suis assez étonné quand même. Alors là, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je suis quand même étonné. Et puis un portrait très différencié entre ceux qui sont dans une trajectoire,
disons, de sécularisation, et puis une petite minorité qui, elle, manifeste une forme de rébellion. Alors, il y aurait ceux qui seraient en sécularisation et ceux qui seraient en rébellion. Mais là, moi, quand il me dit ça, j'ai l'impression qu'il me décrit ce qu'il a trouvé dans le rapport, les fréristes et les salafistes, c'est-à-dire ceux qui sont en sécularisation, c'est plutôt les fréristes, et ceux qui seraient en rébellion, c'est plutôt les salafistes. Moi, c'est plutôt comme ça que je le vois. Alors, je trouve, bon, bah, il a sa présentation des choses, mais est-ce qu'on parle bien de la même chose? Parce que quand il parle de rébellion même, rébellion contre qui, contre quoi? Ça aussi, c'est intéressant. Hein, donc, parce que c'est ça le fond. Rébellion, c'est un mot très fort. Donc, ce sont des gens qui sont en rébellion, mais en rébellion contre la société, contre la rébellion contre un pays. 8% de l'ensemble de la population musulmane, et même 50% si on prend uniquement les jeunes, sont classés dans une catégorie que vous avez appelée autoritaire, que certains ont résumé en disant radicaux. Alors, il ne faut surtout pas utiliser le mot radical, radicaux, radicalisé. Aujourd'hui, ah bah, surtout pas. N'utilisez pas ce mot. Il vous le dit, Hakim. C'est une hérésie. Parler de radicalisation. Non, il vous dit non, il ne faut pas en parler. Lui, il les a nommés autoritaires, effectivement, dans son rapport, des gens qui ont un rapport autoritaire. Mais quand vous ajoutez, eux, les autoritaires, et ce qu'ils appellent véritablement les intégristes, vous tombez à un pourcentage assez élevé de personnes. Hein. Alors, autoritaire, voilà, autoritaire, c'est gentil, je trouve. C'est encore de la novlangue, autoritaire. Voilà, pour nous dire, en gros, il y aurait ceux qui passeraient à l'acte, que lui qualifie clairement de radicaux, il faudrait qu'ils soient violents, mais ceux qui soutiennent la violence sans passer à l'acte, eux sont autoritaires, sans être eux-mêmes radicaux. Je vous laisse le soin de pouvoir juger les formules, hein, parce que là, après, c'est ce qu'on y met derrière. Quand on parle de radicaliser, on pense aux djihadistes ou à ceux qui veulent partir en Syrie. Là, cette catégorie-là, elle est évidemment beaucoup plus vaste que ces simples personnes qui sont dans la violence, d'une certaine manière. Alors, ces simples personnes qui sont dans la violence, voilà, on les différencie. Mais pourtant, il y a une passerelle réelle. Et comme je vous le disais, le monstre a deux jambes, hein, puisque ça avance sur deux jambes. Donc, les gens qu'il appelle autoritaires, c'est une évidence que ces gens-là soutiennent les autres qui sont violents. Mais peut-être qu'ils sont plus malins pour ne pas pouvoir le dire, etc. Mais ils le soutiennent, évidemment, puisqu'ils rentrent dans le même combat. Et il suffit que vous questionnez autour de vous, vous le savez très bien, si vous avez l'honnêteté intellectuelle, vous verrez qu'il y a beaucoup plus de gens, justement, qui soutiennent ce qui se passe, que ce qu'on voudrait nous faire croire. Non, c'est 100 000 personnes, c'est un tout petit chiffre. Non, c'est beaucoup plus, le problème est beaucoup plus étendu que ça. Comment vous les qualifieriez? Donc, un quart des musulmans, la moitié des jeunes musulmans sont... Comment on les qualifie? Ils sont dans la rébellion. Une forme de... Ils sont dans la rébellion. Donc la moitié des jeunes musulmans, parce que dans son étude, pour ce qui est la catégorie autoritaire, donc nous, on qualifierait d'extrémistes, c'est la moitié des jeunes musulmans. Donc vous voyez, c'est plutôt inquiétant. Donc c'est encore une fois le voir à moitié vide, moi à moitié plein son rapport. C'est plutôt inquiétant. Un pourcentage moins élevé chez les populations plus âgées, mais chez les jeunes, c'est évident. C'est une évidence. Rébellion, vous savez que des jeunes soient en rébellion avec la société, c'est pas exactement nouveau. Après, il y a des supports idéologiques. Dans les années 60. Ah bah oui, il y a des supports idéologiques. Les jeunes en rébellion avec la société, d'accord, mais là, c'est pas quand même le mec qui fait sa crise d'adolescence, quoi. C'est... vous voyez, c'est encore une fois, je trouve, minimisé. On rapporte toujours dans l'inconscient à des choses comme ça qui sont moins capitales, moins importantes. En 1970, il y avait un support idéologique, c'était l'extrême gauche. Certains sont tombés dans la violence, très peu, mais certains sont tombés dans la violence. Aujourd'hui, on a quelque chose qui est une façon de dire à la fois une insatisfaction par rapport à la République, d'une certaine manière, ce qu'on a vu à l'instant, le racisme, la xénophobie. Ah bah voilà, c'est encore la... Mais voilà, vous l'avez, c'est la République qui est raciste et qui est xénophobe, et voilà, et c'est toujours... Et c'est Rokhaya Diallo qui a raison, c'est parce que c'est les méchants blancs, et voilà. Et c'est toujours, vous vous rendez compte à quel point on vous ressasse toujours la même chose, la victimisation perpétuelle à la télévision française pour vous dire c'est de votre faute, vous êtes des racistes, vous voulez pas intégrer les gens, etc. Et maintenant on vous dit en plus, bah, il va falloir changer d'identité, parce qu'en fait vous comprenez pas, c'est que votre identité, elle est pas compatible avec la nôtre, et ben vous allez changer la vôtre parce que vous devez vous adapter, et parce que c'est la liberté, et parce que c'est l'égalitarisme, et machin, etc. Mais c'est absolument incroyable ce qui est en train de se passer dans ce pays. Voilà. Et donc ça passe normal. Hein. Ça, là, on est à France 2, hein. Attendez. Hein. Exactement le projet de la République, l'égalité et la liberté. Ils disent aussi qu'il y a un support qui est devenu identitaire,
puisque je ne suis pas vraiment français, puisque je ne suis pas vraiment de mon pays d'origine, je suis quoi? Je n'ai pas l'identité de la classe ouvrière, je n'ai pas l'identité de mon travail. Je suis musulman. Et comment je suis musulman? Je suis musulman pas comme mes parents. Ah, voilà. Donc il nous explique évidemment le basculement, hein, des gens qui sont donc en rébellion, mais en rébellion, il y avait quand même un quart des mecs de plus de 30 ans, je sais pas quoi, enfin bon. La rébellion des jeunes, la comparer avec même les 68 arts, machin, je trouve ça un peu déplacé. Mais bon, il nous fait passer la pilule. Non, on est en rébellion contre la République. Alors, ce qui est quand même saisissant, c'est que vous êtes en rébellion contre le système politique de votre pays. Hein, mais on voit bien que c'est pas pour essayer de l'améliorer, non, c'est pour le cruncher, le remplacer par quelque chose d'autre. Hein, c'est pas anodin tout ça, encore. Pourquoi? Parce que mes parents, ils ont baissé la tête. Et moi, je veux lever la tête. Ce qu'on appelle la fierté musulmane, un concept qui est assez nouveau. Pride. Il y a de l'Islamic Pride, mais comme il y a de la Gay Pride. Bon, bah, il compare la fierté islamique à la fierté gay, ça fera plaisir certainement à nos amis musulmans qui vont regarder. Voilà. C'est pas moi, c'est Hakim El-Karaoui. Hein. Je préfère le dire parce que je vois si on sait jamais. Mais c'est lui qui compare ça, c'est pas moi. Bon, je vous laisse le soin de sa comparaison. En tout cas, on voit bien qu'on est dans la communautarisation totale de la société, donc les groupes communautaires, et qui met sur le même plan. Quand bien même les gays n'ont pas dans leur projet, je pense, de renverser la République. Ah bon, ils peuvent bien trouver des adaptations peut-être sur certaines lois, mais en aucun cas c'est une remise en cause totale. Au contraire, pas du tout. C'est tout l'inverse. Donc, donc, vous voyez, ça s'inscrit dans la même démarche pour Hakim El-Karaoui. Il y a de l'affirmation identitaire. C'est pas spécifique aux musulmans, c'est dans la société française. Les gens... Ah oui, ça c'est vrai, c'est dans la société française. Et les musulmans qui forment une force assez considérable, leur affirmation elle est très forte. Mais oui, c'est vrai qu'il y a d'autres affirmations identitaires qui sont pas forcément que les musulmans. Mais ils représentent une énorme force aujourd'hui. Les groupes disent, on veut s'affirmer par notre différence. Donc il y a ça. Et puis il y a aussi une façon de dire, je suis contre les normes. Je veux m'affirmer. Alors, je suis contre les normes, je veux m'affirmer par ma différence, mais je veux qu'on me traite pareil, et je veux que tout le monde se reconnaisse dans ce que je vais dire. Parce que c'est ça, toujours le même discours. On faudrait accepter la différence. C'est des gens qui se revendiquent, non, je suis différent, etc. Mais il faudrait les considérer pareil. Et quand vous leur faites remarquer qu'ils sont différents, ils vous traitent de racistes. Hein, parce que ça, c'est exactement ça le schéma. Donc ça, c'est un schéma impossible. Ça, il faut qu'on sorte de ce schéma. En tout cas, il faut qu'on le déconstruise, parce que ça, c'est le discours. Voilà le discours de la doxa, voilà le discours qui est celui des grands médias, voilà le discours de l'idéologie dominante. C'est pas l'inverse, hein, c'est celui-là, le discours de l'idéologie dominante. Je veux m'affirmer parce que je ne suis pas content. Et donc ça, c'est récupéré par un discours qui est un discours politique, qui est celui des islamistes, qui disent nous, on a un support pour votre rébellion. Eh ben oui, évidemment, mais ils leur ont proposé, mais ça fait longtemps. Là, je trouve qu'il y a un peu une hypocrisie quand même dans son discours, c'est de nous dire comme si ce serait nouveau. Mais le ressort politique, il est là depuis longtemps. Vous voyez, les Frères musulmans, c'était monté en 1926, mais même avant, il existait déjà, ce ressort-là, sous d'autres formes. Donc nous dire, ça arrive, c'est nouveau. Non, moi, je n'y crois pas. Je suis désolé, M. Karaoui, mais je ne souscris pas à cette idée. Alors sur la question du voile, dont on a beaucoup parlé depuis le début de cette émission, on voit qu'il y a quand même 27 ans après la première affaire à Creil, il y a quand même aujourd'hui 60% des musulmans qui trouvent que leurs filles, les jeunes filles musulmanes, devraient avoir le droit de porter le voile à l'école. Voilà, 60%. Bon, c'est le chiffre qui est donné dans l'enquête, donc qui se portent favorables au port du voile à l'école. Si demain, on met en place ces propositions de M. El-Karaoui, il y aura donc un ministre des cultes, un secrétaire d'État, qui va nommer donc des délégués dans des agences régionales et départementales, et qui va adapter, comme je vous le dis, la situation, comme il l'a dit, il faut adapter, que l'islam s'intègre, l'islam intégré, c'est pas trop ce que ça veut dire, l'islam intégré, mais l'islam intégré avec des ressorts de politique locale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le lycée X, dans la ville Y, dans laquelle il y a majoritairement une population musulmane, les gens vont demander à pouvoir porter le voile à l'école au nom de la liberté du machin, et puis pourront se mettre en grève, je ne sais pas, et puis aller voir ce fameux ministre délégué qui va leur dire « Non mais dans cette ville, il vaut mieux faire ça, comme ça, hein, on achètera la paix sociale. » Parce que c'est toujours
Ça aussi, le but des autorités, la fameuse paix sociale, hein, le vivre ensemble, en fait, c'est taisez-vous. Hein, voilà. Donc, et là, on voit comment ça pourrait s'opérer. Vous voyez, il y a 60%, je veux dire, dans des territoires majoritaires, s'il y a un délégué, et que c'est déjà le cas pour le moment sans délégué, mais quand il y en aura un, bah, il va être confronté à ces problèmes-là, et il est évident, il est certain que des gens céderont et vont appliquer comme ça. En fait, ce qu'ils veulent par ce système-là, par le système qu'il est en train de proposer El Karaoui, c'est d'impliquer en fait la charia au goutte à goutte dans les espaces de territoire possibles. Voilà. Moi, c'est comme ça que j'ai compris, pour garder la paix sociale et comprendre que, bah, comme ça, bah, l'islam sera calme, intégré, et il y aura une paix sociale, vous voyez, ça se passe bien et tout, puisqu'on a fait toutes les concessions possibles aux musulmans. C'est ça qu'il est en train de nous vendre, El Karaoui. C'est ça la société qu'on est en train de nous vendre aujourd'hui. Favorable au port du voile à l'école. Il n'y en a aucune pratiquement qui le porte à l'école, donc il y a entre 60 et 0, vous voyez qu'il y a une différence. Donc les musulmans respectent la loi, qui est la loi. Bah oui, surtout qu'à l'école, ils n'ont pas vraiment le choix, parce que c'est une loi. Donc oui, je veux dire, on ne va pas non plus donner une médaille aux gens parce qu'ils respectent la loi. Enfin, c'est quand même extraordinaire, j'ai aussi cette truc. Mais oui, ils respectent la loi parce que c'est la loi. Heureusement, parce que si demain, ils défient de façon massive la loi, ce qui est en plus faisable, hein, plus tard, avec des lobbies comme ça, très puissants, qui pourront imposer des actions, les gens vont comprendre. Mais pour le moment, ils nous disent, bon, bah, ils respectent la loi. Mais oui, c'est la loi. Pour le moment, bah oui, il vaut mieux quand même un peu respecter la loi. De la République. Après, on a demandé aussi aux femmes, est-ce que vous portez le voile? Il y en a 25% qui le portent tout le temps. Donc c'est pas 25, c'est pas 60. Le voile, qu'est-ce que c'est? C'est devenu un marqueur identitaire, là aussi, idéologique. Un peu comme le halal. Le halal, on a 70% qui disent on achète de la viande halal tout le temps. Eh ben voilà, ce sont des marqueurs idéologiques, identitaires, civilisationnels. Bon, au moins les choses sont claires. Donc quand il y a une affirmation et une volonté d'affirmer justement son identité via justement la pratique, les us, les coutumes, que ce soit la consommation de halal ou le port du hijab, c'est imposer son identité. Alors on va dire, mais non, mais c'est la liberté. C'est la liberté quand on est chez soi, mais quand ça devient politique, si demain on crée un secrétaire d'état des cultes, qui est des responsables de culte, une espèce de police administrative des cultes, etc., non, il ne s'agit plus de la liberté individuelle dans le cadre privé. Là, on parle de l'espace public, du débat public, et de quelque chose qui est en rapport avec tous les éléments de la société. Tout le monde a son mot à dire, puisque ce serait inclus dans notre système politique, carrément. Donc, c'est pas du tout un débat privé. Hein. Pourquoi? Parce que certains, par exemple le CCIF, ont réussi à faire croire que être musulman, c'était manger halal, être musulman, pour une femme, c'était être voilé. Ah oui, mais alors ça, je le trouve assez gonflé de nous dire c'est le CCIF, c'est pas le CCIF. Le CCIF peut-être contribue encore, et pour moi, il va donner une force politique et devenir un lobby très puissant en France, je pense que c'est ce qu'il ambitionne, mais c'est pas de sa faute si on en est arrivé là. Le CCIF, ça fait c'est même pas 6 mois qu'on en entend parler, même pas. Donc c'est certainement pas le CCIF qui fait cette situation-là. Là aussi encore, je le trouve un peu, qui nous fait une pirouette en disant oui, bon, bah, c'est vrai que le CCIF nous a fait croire ça. Non, je pense pas que le CCIF, il ait fait croire aux gens que manger halal et mettre le voile c'était musulman. C'est parce que ce sont des pratiques musulmanes, islamiques, qu'elles se sont imposées naturellement auprès des musulmans qui veulent pratiquer leur religion. Point. Donc je ne vois pas, vous allez chercher, oui, c'est le CCIF, mais non, puisque ça fait partie de la tradition. C'est juste la tradition islamique et qui s'impose. Et que les gens, ils prennent leur tradition islamique et ils rejettent la tradition française. Il nous l'a dit lui-même, la rébellion. Mais moi, j'appelle ça un rejet, carrément. Rébellion aussi, c'est pas mal, parce qu'on se bat contre. Donc oui, c'est évident. En 2 mots, la conclusion principale que vous tirez, c'est qu'il serait temps d'organiser, de financer un islam de France? Alors, la conclusion principale, c'est qu'il y a une immense bataille culturelle, religieuse, d'une certaine manière, idéologique. Cette bataille, d'une certaine manière, elle n'est pas entre la République et l'islam. Ah non, elle n'est pas entre la République et l'islam. Mais il admet quand même qu'il y a une bataille idéologique culturelle. Ça, c'est très intéressant, parce que il faudra un peu savoir, à chaque fois on nous parle de guerre, de bataille, il y a une espèce de vocabulaire militaire, mais on nous explique jamais les belligérants, hein, sur quoi on se bat. Ça, c'est toujours, ce n'est jamais dans le débat. Et à l'intérieur de l'islam. Et donc ce qu'on dit, c'est qu'il faut trouver des financements à l'intérieur de l'islam pour la mener, pour l'organiser. Il faut produire de la connaissance, c'est une immense bataille de la connaissance. Et il faut aussi des gens nouveaux. Les gens nouveaux, ceux qui ont essayé d'organiser, qui sont liés au pays d'origine, etc., ils sont complètement déphasés.
qui ne connaissent pas les jeunes. Donc il faut donner la responsabilité aux jeunes, à ceux qui ont travaillé et à ceux qui sont français de confession musulmane, comme on peut être français de confession catholique, de confession juive, et qui ont fait ce travail d'inscription, d'invention d'une certaine manière. Voilà, donc c'est intéressant, vous voyez, il vous dit à la fin, donc la conclusion de Hakim El-Karaoui, c'est ouais, qu'il faut donner la parole aux jeunes, c'est parce que les gens n'ont pas assez la parole, encore une fois, la représentation, etc., qui serait la grande responsable. Moi, je ne le pense pas, je pense qu'on donne la parole suffisamment. Effectivement, ce que disait Burga, quelque part, qui dit oui, il faut qu'on ait un débat politique qui porte des musulmans en opposition dans le débat public. Moi, à la condition qu'il y ait aussi des opposants, voilà, c'est pourquoi pas, bien sûr, mais il faut que les autres aussi puissent s'exprimer. Il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Parce qu'on ne va pas donner la parole juste à un en disant oui, parce qu'ils sont stigmatisés. Ah non, 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 ça, non. On veut bien donner la parole parce qu'ils existent, mais alors il faut donner aussi la parole aux autres parce qu'ils existent aussi. Hein. Et ça, c'est fondamental, mais ce n'est pas quelque chose qui est pris en compte dans ce débat, parce que dans ce débat, c'est quand même la victimisation perpétuelle, des responsabilisations, et c'est la faute des méchants blancs, etc., etc., etc. Et ça, c'est, vous l'avez vu, donc à travers voilà, hein, ces vidéos, le discours de déconstruction, c'est un discours d'attaque sur l'identité, de gens qui vont vous expliquer donc que l'identité va changer, que l'identité c'est mouvant, que l'on doit s'adapter, que si la France elle n'arrive pas à intégrer les autres identités, c'est de sa faute parce que elle serait soit trop raciste, soit trop ceci, soit trop cela. Ça dépend. Vous avez la version parce que vous avez vu là, vous avez tous les comment dire. Les différentes façons, vous avez la version Muhammad qui s'adresse aux musulmans, vous avez la version gauchiste noire qui s'adresse aux gauchistes noirs arabes musulmans, version Rokhaya Diallo, vous avez une version un peu plus mainstream, hein, Hakim El-Karaoui, qui pourrait même s'adresser justement à des gens qui transcendent totalement toutes les communautés. En tout cas, c'est exactement ce qui est en train de se passer, en tout cas ces gens-là sont à l'œuvre pour attaquer l'identité française. C'est un même processus qui est en route partout en Europe. Hein, je vous le dis, comment on appelle ça, en Hollande, en ce moment, il y a des gens qui manifestent contre le Zwarte Piet, qui est le père fouettard hollandais, parce que c'est une tradition depuis des siècles où ils fêtent donc ce jour-là, ce saint, le père fouettard, puis on se peint en fait avec de la suie en noir. Et maintenant, vous avez donc tous ces noirs hollandais qui manifestent parce qu'ils trouvent ça raciste, etc., machin, etc. Donc au nom, pareil, c'est aux Hollandais de s'adapter, c'est aux Hollandais de changer, c'est à eux de se conformer à ce nouvel état des choses. Et certains me diront, mais c'est normal, il faut se conforter. Ben oui, mais non, c'est aux autres de s'adapter. Ou alors, c'est aux autres de ne pas accepter et de partir et de dire on n'est pas hollandais et que ça ne nous plaît pas de vivre ici. Mais on va pas demander quand même au peuple, donc maintenant, de s'adapter aux étrangers. Parce que là, on a complètement changé donc de logique. Pendant les années 80, on nous expliquait, les gens, il ne faut pas s'intégrer, etc. On les a intégrés dans la société, parce que me dire qu'on ne les a pas intégrés, on a eu la preuve, il y a eu une intégration dans la société, mais maintenant, c'est plus suffisant. Maintenant, on nous expliquait, ah non, 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 ça ne suffit pas l'intégration. Maintenant, je veux, en plus, mes droits, je veux, moi, m'exprimer, je veux imposer ma culture, mes idées, etc., au nom de la liberté. Quand bien même, elle s'impose à tous. Et à tous. Voilà. Et ça, c'est pas, pour moi, c'est pas acceptable. Voilà, c'est pas acceptable parce qu'il y a des choses qui ne sont pas négociables. Absolument pas, dans le logiciel mère. Alors, on me dit, penses-tu que des nouvelles émeutes... je vais prendre un peu les questions, hein, vite fait quand même, parce qu'il y en avait pas mal et qui étaient très intéressantes. On me dit, penses-tu que des nouvelles émeutes, pires que celles de 2005, sont à craindre? Tout à fait. Je le pense profondément. Et que si on se retombait dans une... on va dire, dans une configuration d'émeutes déclenchées par un fait comme ça s'était déroulé en 2005, c'est-à-dire une bavure policière, comme on aime les dire, même si je pense que dans le cas de 2005, il n'y a pas eu vraiment de bavure policière, et ben ce serait, oui, catastrophique. Je pense qu'on ne serait pas du tout dans la même situation, et que cela prendrait un ressort d'une violence extrême, et que ce ne serait pas du tout comme ça s'est passé en 2005. Oui, et le risque est à craindre, et particulièrement à craindre, oui, tout à fait. On me dit... qu'est-ce qu'il y a? Gorbatchev avait dit en 89 à propos du RSS et de la RDA, celui qui arrive trop tard est puni par l'histoire. Je pense que cela s'applique aux multiculturalistes mondialistes aveugles qui veulent supprimer l'histoire pour la créer un monde nouveau. Or, leur projet est déjà mort-né et ils deviennent de plus en plus fous à mesure que les obstacles s'accumulent.
Ouais, oui, bah, on me dit après la victoire de Trump, crains-tu des clashs majeurs en Europe si des partis populistes sont élus? Ah bah complètement. Je pense que s'il y a des partis, comme on dit, populistes, pour rester poli, qui sont élus, on assistera bah, tout le déchaînement de la gauchiasserie médiatico-politique qui va faire en sorte de semer un désordre pour rendre le pays ingouvernable. Et c'est bien, je pense qu'il se passera malheureusement s'il y avait des partis populistes qui arrivent, comme c'est le prédestiné pour être le cas dans les pays européens. Oui, ils mettront probablement, oui, un énorme bazar. On l'a vu hein, aux États-Unis, vous voyez, c'est pas terminé. Des gens qui sont payés hein, donc pour manifester. Donc, posez-vous la question. Et ben, je pense que les mêmes forces seront à l'œuvre dans le cas de l'Europe. Et s'il y a des partis, évidemment, on fera tout pour les empêcher, hein, évidemment, de pouvoir gouverner. Alors, on me dit, comme certaines personnes, Stéphane Bignon, président de Terre et Famille, pense que la reconstruction identitaire en France doit repasser par une France fille aînée de l'Église catholique. Quel serait ton commentaire là-dessus? Ben, ça, c'est la version, oui, à Bozy aussi, il pense ça, il y en a beaucoup qui pensent ça. Moi, je ne sais pas, je suis un peu circonspect parce que je vais vous dire ce que je pense des catholiques. Je suis extrêmement déçu et je fais absolument aucune confiance en fait aux autorités catholiques parce qu'elles ont montré depuis le début qu'elles étaient complètement collabos. Hein. Le pape, il est complètement, voilà, il va baiser les pieds des migrants, il va nous expliquer que la France, elle doit accepter l'immigration, l'Europe, et que c'est que ceci, etc. Et tout l'appareil ecclésiastique, il est complètement corrompu à cette idée. Moi, je vois à chaque fois les représentants de l'Église catholique ou les représentants chrétiens qui s'inscrivent dans cette logique de doxa au nom de leurs valeurs pseudo-humanistes, enfin pseudo-humanistes, auxquelles ils croient certainement, mais voilà. Donc moi, je ne fais pas confiance aux catholiques. Je pense qu'on ne peut pas du tout, dans l'état actuel des choses, leur confier une responsabilité dans la mesure où ils sont complètement corrompus et pervertis à l'idéologie mondialiste. J'attends de voir enfin des catholiques se lever et dénoncer cette idéologie. Il y en a très très peu, quoi, très très peu. Et je vois bien que l'appareil d'État chrétien, on pourrait le qualifier, en tout cas catholique, il est profondément du côté des tenants de l'idéologie dominante. Et il nous l'impose. Donc non, j'ai pas confiance, moi, aux catholiques en ce moment. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Je préfère vous le dire. Alors, quel est le jugement de la nouvelle génération française par rapport à ta génération? Bah, la nouvelle génération française, c'est celle que vous avez vue tout à l'heure, c'est qu'elle n'a plus de ressort, elle n'a plus rien pour s'appuyer et que la France est en train de disparaître parce que c'est des gens qui vivent entre eux, auprès de cette culture américano-mondialiste et il n'y a pas d'horizon de France pour eux. La France, c'est ça. Voilà. Donc, ce qui n'est pas le cas de ma génération. Et donc le ressort communautaire aussi, qui est très important aujourd'hui, il n'était pas du tout de mon époque. Donc ce que je vois, c'est que de ma génération, l'assimilation, elle a pu fonctionner pour certains ressorts, mais que c'est complètement arrêté. Et au nom justement de l'idéologie gauchiste qui a parlé, vous l'avez vu au début d'intégration, et maintenant on n'est plus dans cette phase-là, parce qu'on dit aux Français, il faut que les Français changent leur identité. Voilà, on suit le cheminement. Alors, on me demande d'où prend les origines du concept de grand remplacement. Visiblement, ce sera un concept de Maurice Barrès, repris après par Renaud Camus, et qui, si vous ouvrez les yeux, vous pouvez comprendre de quoi il s'agit. Hein. Voilà, donc le remplacement des populations autochtones européennes par des populations venues artificiellement et extra-européennes. Alors, on me dit, ce problème d'identité nationale n'est pas nouveau. N'est-il pas un nouveau concept pour déstabiliser le peuple dans le but de créer une nouvelle lutte des classes, avec une élite blanche de souche, une classe moyenne réduite, mélangée, et une classe pauvre, immigrée? Moi, je le vois comme une attaque frontale plutôt contre les nations pour leur destruction programmée, parce que l'élite dont tu parles, elle est très contente de cette destruction des nations, elle a rien à foutre de la France, elle est déjà mondialisée, elle est déjà dans tous les aéroports, et voilà, donc c'est l'homme nomade d'Atali, donc eux ils se complaisent parfaitement dans ce nouveau monde. Les gens qui s'y opposent, c'est les gens qui sont enracinés, voilà, et donc dire qu'ils mènent, oui, peut-être qu'effectivement, en menant ce combat, eh ben forcément, oui, il y a des conflits dans la société, mais il y a quand même une finalité, il y a un projet politique derrière, c'est de détruire les nations et de nous forcer à l'union transnationale dans un magma européen qui ne veut rien dire avec voilà, la citoyenneté européenne qui va coller parfaitement à l'idéologie mondialiste. Alors,
on me dit... quel est ton avis concernant la thèse du grand remplacement, encore, qui est pour certains une théorie de type conspirationniste? Oui, certainement. Enfin, c'est ce qui marque sur Wikipédia, mais ils se plantent complètement. Ce changement de population impliquerait-il un changement de civilisation? Et ce processus, soutenu par une majorité des élites politiques, intellectuelles et médiatiques, soit par idéologie, soit par intérêt? Ah bah moi, je pense que oui, ils ont complètement un intérêt politique et idéologique. Idéologique, de faire transférer la société de la lutte des classes à la lutte des gènes. Ça, on y est déjà à fond, parce que les luttes communautaires, ce n'est que des conflits permanents dans la société et de façon, on va presque dire, indéfinie, hein, des conflits qui ne trouveront jamais, absolument jamais d'issue. Donc il y a une espèce de guerre larvée permanente, une guerre de basse intensité. Et en plus de ça, oui, un intérêt politique avec la destruction finale du projet mondialiste pour anéantir les nations et les inclure dans une espèce de magma, d'espace, comme ils parlent d'espace géoculturel. Voilà. Les pays sont devenus des espaces géoculturels, hein, voilà, comme dans le rapport. Et donc, in fine, oui, ça sert leurs intérêts, puisque eux considèrent déjà du point de vue capitalistique leur espace comme un espace géoculturel où ils peuvent s'imposer partout. Donc oui, je pense qu'il y a une alliance objective entre l'élite et tous les idiots utiles en plus qui vont servir cette idéologie au nom de la liberté, de la fraternité, de l'humanisme, de tout un tas de valeurs comme ça qu'on va vous vendre. Voilà. Allez, je prends les dernières questions. On me dit, quand on écoute certains imams à propos du mécréant, il y a de quoi s'inquiéter. De plus, l'islam de France, venant du Qatar ou d'Arabie Saoudite et connaissant leur méthode en Syrie et en Irak via Daesh, selon toi, il pourrait-il y avoir des engorgements de masse en France? Pourquoi pas? Je ne veux pas jouer les oiseaux de malheur, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. La France, elle est dans une paix sociale fragile sur lequel un événement peut basculer et toute la société peut tomber dans une violence. Je le sens, je vois que c'est quelque chose de faisable. Malheureusement, voilà, c'est être réaliste, je pense, de penser ça. Et que oui, on parle des égorgements, je sais, mais oui, bien sûr, c'est possible. C'est possible. On ne vous le dit pas, parce qu'on ne veut pas vous inquiéter. Mais ce qui s'est passé, tout à l'heure j'ai fait référence à Oni, le gardien en question, il a été égorgé, avec le mec qui criait à la Wakbar et c'était filmé par les autres détenus. C'est la même chose qui s'est passé à Saint-Étienne-du-Rouvray dans l'église, etc. C'était un véritable sacrifice. Mais ces détails scabreux, on ne peut pas vous les expliquer pour ne pas vous inquiéter. Oh, pauvre petit que vous êtes, vous ne pourriez pas comprendre et puis vous pourrez être effrayé. Alors on ne vous explique pas, non, surtout pas. Mais oui, la réalité est déjà là et elle est déjà atroce. Hein, ce qui s'est passé dans le Bataclan, je ne veux pas vous remontrer les détails scabreux, mais vous avez vu les rapports de police sur ce qui s'est passé dans le Bataclan. Donc voilà l'esprit de ces gens-là. Donc moi, non, quand on me dit que c'est pas dangereux, si, c'est très, très, très dangereux, ce qui est en train de se passer. Voilà. Alors, on me dit, est-ce que l'islam ne sera pas l'idiot utile du mondialisme qui servira à faire le sale boulot de déconstruction afin de pouvoir imposer la société mondialiste orwellienne? Pourquoi pas? Ça peut être tout à fait. Et en plus, ce ne serait pas contradictoire, puisque l'islam est autoritaire, pour ne pas dire totalitaire, donc impose une pensée globale. Ça correspond tout à fait au mondialisme. L'islam se revendique universel, au-delà des ethnies, puisque évidemment, ce n'est pas le racisme, c'est le fait d'accepter ou pas l'idéologie. Donc, tous ces ressorts-là font que moi, je trouve justement, oui, l'islam complètement compatible avec le nouvel ordre mondial, et il pourrait très bien être, oui, un des ressorts une capacité de ce nouvel ordre mondial pour pouvoir s'imposer partout. Donc non, c'est très loin d'être stupide. Peut-être qu'on aura des gens qui vont encore creuser de ce côté-là, mais voilà, repensez donc à Pierre Hillard, justement, le monstre à deux jambes, vous voyez, le monstre qui avance d'un côté et de l'autre, et c'est comme ça qu'une idéologie, elle avance. Voilà. Allez, les dernières, voilà, on me pose... y a-t-il une petite chance de te voir dans une émission de Vive l'Europe pour parler d'identité? Je sais pas, pourquoi pas, j'en sais rien en fait. Oui, je crois que c'est l'émission de Daniel Conversano, j'en sais rien, on verra, pourquoi pas, après tout. Et moi je suis plutôt pour les passerelles entre les idéologies, même si je suis pas sur la ligne Conversano, mais voilà, pourquoi pas, on va même trouver des points communs, oui, donc j'en suis... Même combien même ça dérangerait certains, et pourtant c'est la réalité. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous. On a débordé largement, mais ça valait le coup. Et puis, voilà, je vous dirai à vendredi. J'espère bien que
De toute façon, c'est qu'un débat qui s'ouvre. Il y aura encore des discussions, j'imagine. Voilà, on me dit du rap d'émission. Bah oui, là, je vous en ai filé beaucoup. Et c'est pas grave, c'est un sujet intéressant. C'est un sujet qui n'est pas fini. On en reparlera probablement. De toute façon, je sais qu'à la vue de cette vidéo, il y aura des tonnes de réactions. Et voilà, autant d'amis que d'ennemis, comme à chaque fois. Parce que quand vous touchez des sujets, et je le sais, en fait, on appuie là où ça fait mal. Bon, bah, on déclenche les réactions. Mais c'est très bien, il vaut mieux ouvrir les débats, et vous savez, hein, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. C'est vrai qu'il vaut mieux ne pas laisser les gens indifférents, et au moins donner une chance de ce débat, parce que c'est juste par le débat, si un jour on veut éviter justement toutes les horreurs qui peuvent nous attendre si on empêche les gens de parler, de s'exprimer sur ces sujets qui sont fondamentaux. Et de toute façon, on le comprendra à l'élection présidentielle parce que ce n'est que le début. C'est tout. Voilà, on me dit, tu vas avoir une fatwa au cul, je sais pas. Moi, je dis les choses, je resterai un esprit libre. Vous connaissez, c'est ce que certains le savent et l'ont remarqué. Et je préfère garder cet esprit libre. C'est le socle même pour moi, justement, de l'identité française, parce que la France, c'est le pays des hommes libres. Et c'est libre par la pensée. Donc, je vais en user, en abuser, voilà, en tant que Français. Et je vous remercie. Et je vous dis à vendredi. Merci beaucoup. Merci à la régie. Merci aux modérateurs. Merci à tous les métanotes connectés. Et vous savez très bien, forcément, et si vous écoutez ce soir ce message, c'est que vous êtes la résistance. Ciao, ciao, ciao tout le monde.